Les médias insulaires au cœur de l'actualité méditerranéenne, c'est le thème de ces carnets de Méditerranéo d'aujourd'hui. Avec nos 3 invités sur ce plateau et différents reportages, on se retrouve dans quelques instants. Merci d'être avec nous. En effet, les médias insulaires s'intéressent de plus en plus à l'actualité méditerranéenne. Depuis plusieurs années, RCFM notamment réalise 2 émissions, Cantara et Méditerradio, auxquelles vient s'ajouter depuis septembre une chronique quotidienne Mare Latino. De son côté, Corse Matin propose désormais chaque dimanche une page consacrée à la Méditerranée, Méditerradio. Enfin, un site internet est consacré à la découverte des 2 rives de la Méditerranée. Il a été lancé par 2 jeunes Corses, Méditerranéenne Citizen Story, c'est son nom. Alors, quels sont les enjeux éditoriaux des médias par rapport à la Méditerranée? Quels sont les thèmes qui sont privilégiés? Quelles sont les attentes des auditeurs, mais aussi des lecteurs? Nous en parlons avec nos 3 invités sur ce plateau. Tout d'abord, Jérôme Souzini pour RCFM, responsable donc des programmes méditerranéens. Bonjour. Jérôme, merci d'être avec nous. Guillermo Padovani pour Corse Matin, donc responsable de cette page méditerranéenne. Bonjour Guillermo, merci d'être avec nous. Enfin, à nos côtés également Sébastien Leroy. Bonjour Sébastien, donc vous êtes le cofondateur de ce site internet donc consacré à la Méditerranée et vous l'animez aujourd'hui de façon quotidienne. On en parlera dans quelques instants. Une première question pour Jérôme Souzini. Jérôme, donc l'innovation cette saison, c'est une chronique donc quotidienne donc sur l'antenne de RCFM Mare Latino. L'objectif en fait c'est de replacer la Corse au centre de cette actualité méditerranéenne, de ce qui fait l'actualité en Méditerranée aujourd'hui sous différents aspects bien sûr. Oui, tous les aspects. La Méditerranée, la Corse nous donne tout ça, ça nous donne la possibilité de raconter tout un tas d'histoires passionnantes finalement. Tous les jours, c'est un pari. C'est du lundi au vendredi. C'est une chronique qui est multidiffusée dans la journée 3 fois. On peut la retrouver aussi sur le site internet. Et le pari de cette chronique quotidienne, Mare Latino, c'est de raconter cette Corse dans ces échanges avec la Méditerranée. Et Dieu sait qu'il y a de très nombreux échanges. Il y a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à faire. Nos auditeurs attendent cela et suivent cette chronique. Et on va les accompagner dans cette meilleure connaissance de la Corse dans la Méditerranée et de la Méditerranée dans la Corse. Guillermo Padovani, désormais, donc chaque dimanche, une page dans Corse Matin consacrée à l'espace méditerranéen. Alors là, on traite d'actualité, mais aussi de thèmes tout à fait décalés, des portraits, des interviews. On parle environnement, histoire, culture, politique également. Là aussi, c'était une volonté de replacer justement la Corse dans son environnement méditerranéen. C'est un environnement qu'elle a ignoré, ou du moins on a fait en sorte qu'elle ignore cet environnement pendant longtemps. Et aujourd'hui, il y a une espèce de réappropriation, en tout cas, c'est une volonté, en tout cas, de se tourner vers l'espace géographique naturel. Et on sent aussi au sein de la population un intérêt accru. Vous savez, l'intérêt pour cette Corse dans la Méditerranée, elle a une histoire qui est très longue, hein, puisque il a fallu attendre le milieu du 19e siècle pour rompre définitivement avec l'Italie, avec tous les écrits officiels finalement qui étaient encore écrits qui étaient encore produits en italien. Donc un lien ombilical finalement avec cette Méditerranée, avec cette sphère italienne. Mais bien au-delà aussi. Donc on sent aujourd'hui cette volonté de pouvoir retrouver cette identité méditerranéenne et ne plus avoir peur finalement aussi de se tourner vers le sud de la Méditerranée, vers l'Afrique du Nord, vers les îles. Donc forcément des thèmes nombreux, des portraits, des interviews, des petites informations économiques, politiques aussi. C'est aussi ça. La Corse n'est pas ce qu'elle est sans cette Méditerranée.
On y reviendra en détail dans quelques minutes. Sébastien Leroy, donc un site internet consacré à la Méditerranée. Je voulais vous demander comment est venue cette idée. Là, on n'est plus sur du magazine quand même, on est moins sur de l'actualité. On est sur un magazine effectivement indépendant, hein, voilà. On n'est pas des professionnels du métier, hein, comme les amis qui sont là. Et en fait, si vous voulez, c'est d'abord une histoire d'amitié. Une histoire d'amitié avec Bastien Messando, l'autre cofondateur qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, nous avons des centres d'intérêt communs qui sont la nature, l'environnement, le sport et tout un tas d'autres choses. Et de ces centres d'intérêt, de ces affinités communes, est née une envie finalement d'aller plus loin dans notre relation d'amitié, hein, si on peut le dire ainsi, et de créer un objet culturel autour de la Méditerranée. En fait, on a réfléchi à faire peut-être un magazine axé sur la Corse, mais on voulait quand même dézoomer. Les sujets sont très nombreux sur la Corse et il y a énormément de choses à traiter. C'est pas la question, bien sûr. D'ailleurs, on traite des sujets corso-corse. Hein. Mais nous, ce qu'on voulait aussi, c'était dézoomer et avoir une vision plus large du bassin méditerranéen et voilà, traiter des sujets diversifiés, s'intéresser à la culture méditerranéenne. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la culture méditerranéenne dans tous ses aspects? Et on peut dire aussi que voilà, le magazine, la ligne éditoriale du magazine Méditerranéenne, elle a été trouvée aussi par rapport aux réseaux sociaux. Parce qu'en fait, sur les médias sociaux aujourd'hui, plus particulièrement Instagram, on voit naître énormément de petits médias indépendants, comme le nôtre. Et on s'est dit pourquoi pas nous. Après tout, voilà, c'est vrai qu'on n'est pas des professionnels, mais allez, lançons-nous, c'est une aventure, on n'a rien à perdre et voilà. Et vous privilégiez beaucoup la photo, mais également la vidéo. Alors, on privilégie effectivement les contenus visuels. C'est vrai qu'on met un point d'honneur à ce que la photo soit bien léchée. Bon, ceci étant dit, on n'est pas des photographes professionnels, donc voilà, c'est un travail de curation qui se fait. On publie également un certain nombre de vidéos, voilà, effectivement. Et après, il y a tout un tas de contenus écrits. Hein, bien sûr, interviews, portraits, reportages, voilà, rubriques hebdomadaires et ainsi de suite. Jérôme Souzini, pour en revenir un petit peu à cette chronique quotidienne, et puis on parlera tout à l'heure des deux autres émissions hebdomadaires cette fois, est-ce qu'il y a quand même un lien avec l'actualité au quotidien? Vous travaillez un petit peu en relation avec la rédaction d'RCFM, comment ça se passe? Alors c'est pas forcément l'actualité chaude. C'est-à-dire qu'on peut très bien partir sur un sujet, d'ailleurs que ne va pas traiter la rédaction du tout, ou on va partir sur un sujet, vous savez, il y a beaucoup d'échanges qui se font à tous les niveaux. Alors je ne sais pas si c'est dû, parce qu'il y a quelques années, effectivement, on n'y arrivait pas. Hein, c'était difficile. Je pense que les médias ont contribué à ça. Il faut carrément le dire. Hein, c'est cette espèce de fenêtre qui s'est ouverte à un moment donné, grâce aussi à la présence des médias qui ont une émission à la télé, une émission à la radio, dans Corse Matin, sur des articles. Ça ouvre des fenêtres et ça fait se poser des questions. Il y a, au tout départ, on s'en souvient au tout départ de ce qu'on appelle les fameux programmes Interreg et autres. On constatait que ça marchait pas du tout. Que côté Italie, côté Sardaigne, c'était très institutionnel. Ils savaient bien faire marcher ça. Ils savaient bien capter y compris les subventions. Ils savaient bien faire marcher. Et puis nous, en Corse, on n'y allait pas trop. Eh bien, on constate que désormais tous ces programmes maritimes, tous ces programmes qui sont du concret, parce que ça va sur la recherche. Ça va sur des choses comme ça, eh bien, la Corse y va désormais. Et ça veut dire que la Corse s'est sentie peut-être, à mon avis, parce qu'il y avait peut-être un contexte politique qui faisait qu'on se concentrait sur soi-même, aussi. Mais peut-être qu'à un moment donné, la Corse s'est dit, en tout cas, elle y va maintenant, puis on voit la jeunesse qui est derrière, parce que là, on parle d'un site, mais il y en a plusieurs, qui travaillent sur la Méditerranée. On voit que la jeunesse s'y tourne très facilement. On y reviendra dans quelques minutes. Auparavant, un premier reportage dans cette émission. La crise migratoire est au centre, bien entendu, des défis pour les pays méditerranéens. La Sicile est la côte européenne la plus proche de la Tunisie. Les migrants de ce pays tentent donc d'entrer en Italie via cette île. Une traversée courte, mais souvent très périlleuse. Le reportage. Le navire de Frontex patrouille en pleine Méditerranée depuis 2 jours déjà. Sur la passerelle, c'est l'effervescence. Nous avons une embarcation pleine de gens. À peine visible au loin, une barque minuscule, surchargée, à l'arrêt et qui prend l'eau.
Nous embarquons sur le hors-bord avec l'équipe d'intervention. À notre arrivée, les migrants se savent sauvés. Leur esquif était sur le point de sombrer. Ces hommes nous disent ne rien avoir mangé depuis que leur bateau est tombé en panne. Ils demandent à être pris en charge par le navire de Frontex. Moteur cassé, ils étaient à la dérive en pleine mer. Pendant que les militaires les remorquent avec prudence, nous essayons d'en savoir plus sur leur parcours. De quel port êtes-vous parti? Non, Sfax, ok. Sfax, d'accord. Tous sont tunisiens. Ils ont passé plus de 24 heures entassés sur cette barque. Ils sont trempés, frigorifiés. Ils souffrent du mal de mer. Certains sont déshydratés. Ils ont besoin de premiers soins. On a commencé à faire le tri entre les personnes qui sont en bonne santé et les malades. Donc on les identifie, on leur demande leurs origines, leur âge. Sur le pont, ils sont à présent une soixantaine de migrants recueillis au cours de sauvetages successifs. Chacun a dû payer 1 000 € à un passeur. L'un d'entre eux a vécu 10 ans en France avant d'être expulsé. C'est donc un visage caché qu'il raconte sa traversée. Un bateau, il y a l'eau qui rentre, moteur qui ne marche pas bien, on ne sait pas où on va aller et on est dans la mer. Et heureusement, il y a vous, sinon on est tous morts. Pour certains Français, la façon dont vous avez pris le bateau, etc., ça fait de vous un potentiel terroriste. On n'a rien à voir avec ces trucs de terroristes. On n'est pas des méchants, on est des gens normaux. On est là pour travailler, pour gagner. Les gens, ils ne trouvent pas à manger là-bas. Ils viennent ici pour faire la vie, c'est tout. Ces Tunisiens sont des migrants économiques. Certains en sont à leur 2e ou 3e tentative pour arriver en Europe. Le navire qui les a sauvés est un bateau de la marine portugaise affrété par Frontex, les gardes-côtes européens. Il croise entre la Tunisie et l'île italienne de Lampedusa. Nouvelle alerte. Un avion qui survole la zone vient de repérer un autre bateau de pêche. Il est plus gros que le précédent. À son bord, une 50aine de personnes. Cette fois, au milieu des hommes, 2 adolescentes et une femme. Elles sont épuisées, affolées, prises en charge par l'équipe médicale. Elles sont très secouées, oui. C'est sûrement la première fois qu'elles prenaient la mer. C'est une situation qui les stresse beaucoup. Sous cette tente, elles sont mises à l'écart des hommes. Une mère et ses 2 filles, en route vers la France. La France me plaît beaucoup. Là-bas, le niveau scolaire est bon. J'aimerais beaucoup vivre en France le plus longtemps possible. C'est mon rêve. Faire des études pour choisir un bon métier. Sous l'escorte des gardes-côtes, le navire militaire entre dans un port de Sicile. Les migrants tunisiens débarquent enfin. Ils sont confiés aux autorités italiennes. Depuis le début de l'année, seul un Tunisien sur 4, arrivé illégalement, a été renvoyé dans son pays. Voilà donc pour ce premier reportage. Guillermo Padovani, c'est vrai, face à ce grand défi, eh ben les pays européens, on le constate chaque mois, ils ont bien du mal à parler d'une seule voix. C'est un thème récurrent que vous traitez aussi dans la page Méditerranée de Corse Matin. Mais c'est un thème récurrent, mais qui est malheureusement récurrent parce qu'il occupe l'actualité depuis déjà de très longs mois et de longues années maintenant, malheureusement. Ce thème, c'est d'abord l'échec de l'Union européenne. Donc, forcément, lorsque l'on laisse... Aujourd'hui, on s'offusque de la réaction du gouvernement italien, à juste titre, parce que disons que la ligne est beaucoup plus dure aujourd'hui avec Matteo Salvini, mais pendant des années, ce pays s'est débrouillé tout seul.
et a été livré finalement, on l'a laissé se débrouiller face justement aux vagues successives des migrants. Et il y a eu une grande solidarité de la part de la population aussi. Exactement. Italienne. Et justement, l'Union européenne était bien contente, ses différents membres étaient bien contents de voir l'Italie gérer plus ou moins ce problème. Aujourd'hui, forcément, la réaction est la suivante. Ils ferment parce que, évidemment, ce sont des dirigeants de la Lega Nord qui sont extrêmement durs sur la question des migrants, donc ils ferment leurs frontières. Mais ça pose aussi la question, justement, de ce dossier, de ce défi, finalement, parce que sans doute un des plus grands défis de l'Union européenne de ces dernières années. Et elle a bien du mal, justement, à le gérer. On voit que les réunions s'enchaînent, les différents membres discutent longuement, alors qu'ils sont 28 et que, normalement, chacun devrait prendre à part égale, justement, devrait prendre sa part dans l'accueil de ces migrants. Ça paraît facile sur le papier, ça l'est beaucoup moins dans la réalité, mais ça occupe évidemment le centre de notre actualité et forcément de notre page Méditerranée et de vos émissions et des émissions de RCFM également. Oui, effectivement, c'est un enjeu majeur pour les pays méditerranéens, pour les pays européens. Sébastien Leroy, est-ce que ce thème-là, par exemple, peut avoir sa place sur votre site internet, même si vous, c'est vrai, vous privilégiez beaucoup le magazine, la découverte, le patrimoine ? Je pense que sur le magazine, en fait, tout a sa place, à partir du moment où c'est méditerranéen. Après, n'étant pas un professionnel et un expert dans la matière, si je peux donner mon avis en tant que simple citoyen méditerranéen, je pense qu'aujourd'hui, en cette période de repli identitaire, de montée du nationalisme partout en Europe, il ne faut pas oublier que ce sont des êtres humains, en fait, qui traversent la Méditerranée, qu'il y a des enfants, des femmes... Voilà, on ne va pas jouer sur le pathos, mais néanmoins, c'est la vérité. Et même si on ne peut peut-être pas accueillir toute la misère du monde de l'autre côté de l'Europe, on doit faire plus. On doit obligatoirement faire plus. On ne peut pas laisser les gens mourir comme ça. C'est inhumain, tout simplement. Donc, Jérôme Souzini, c'est vrai que c'est un thème aussi récurrent depuis plusieurs années. Ce drame des migrants, là aussi, un intérêt dans l'actualité méditerranéenne pour vous, dans les chroniques et dans les émissions comme Cantara et Méditerranée, bien sûr. Surtout dans les émissions... Parce que c'est difficile de suivre en actualité quotidienne. Il y aurait tellement... il faudrait mettre le paquet pour comprendre ce qui se passe réellement. Mais dans Méditerranée, on en parle. On a parlé lors d'un Méditerranée tout récemment d'un triste anniversaire d'il y a 5 ans de cette catastrophe de tous ces réfugiés d'Érythrée. Il y était 366, je crois, du côté de Lampedusa. Ils étaient tous morts. Voilà, c'était il y a 5 ans. On en parlait dans Méditerranée tout dernièrement, mais il y a dans ce reportage des choses intéressantes qu'on ne voit pas forcément dans les autres reportages. On comprend que c'est pas des gens qui viennent de l'Orient, de l'Extrême-Orient, voilà. C'est des gens qui sont là. C'est la Tunisie. La Tunisie, c'est des gens qu'on croise tous les jours. Les Tunisiens, ce sont des gens qu'on croise tous les jours. On a tous un voisin tunisien, ici en Corse plus particulièrement. Donc on comprend qu'il y a une détresse, mais cette détresse, elle n'est pas de ce début de siècle. La détresse, elle remonte à bien avant. Toutes les guerres ont généré des exodes et on voit bien que c'est pas près de finir. Et ça, on essaie de le comprendre avec nos moyens, mais c'est vrai que c'est compliqué à tenter d'expliquer parce qu'il faut y aller avec des pincettes, évidemment. Guillermo Padovani, on parlait tout à l'heure justement de ces échanges de plus en plus nombreux entre la Corse et les autres îles, entre la Corse et les autres régions méditerranéennes. Vous pensez que dans ce domaine, il faut accentuer les choses? Alors il y a eu un déplacement récent en Sardaigne sur le thème du développement du tourisme rural, avec là des projets concrets. Vous pensez que dans ce domaine-là, justement, il faut aller de l'avant, il faut de plus en plus expliquer ce qui est possible de faire? Mais c'est lorsqu'on prend connaissance des projets, ou du moins parlons parfois de rêves, malheureusement, parce que ça reste encore des rêves, mais c'est lorsqu'on se penche un petit peu sur ces dossiers qu'on se rend compte qu'on se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant. Le déplacement en Sardaigne, à Olienne, s'est tourné autour du tourisme agricole. Et ce tourisme agricole, donc une délégation
du Tar, mené par Pojo Kaito, qui a fait le déplacement là-bas pour pouvoir créer un espèce de jumelage avec Olienne pour essayer d'envisager un parcours touristique, agricole, pour mettre en avant justement les producteurs locaux, un petit peu le modèle d'agrotourisme qui s'est très très bien développé en Toscane et qui est une référence aujourd'hui en Méditerranée. Nous avons tout pour le faire. Nous avons la qualité des produits, nous avons des lieux d'exception, et aujourd'hui ce n'est pas mis en place. Et c'est lorsqu'on essaye de discuter pour se mettre autour d'une table et se dire bon, que pouvons-nous faire autour de nos richesses, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte justement que pas grand-chose n'a été fait, alors que c'est vers cela qu'il faut tendre. Ça va avec le développement durable, ça va avec la valorisation de nos richesses naturelles. Ce n'est pas encore mis en place. Mais il y a des volontés communes, c'est vrai, on y reviendra, tout à l'heure. Un deuxième reportage dans cette émission qui concerne aussi le tourisme, mais à travers un autre regard, parce que c'est la perle des Baléares. Majorque attire de plus en plus de visiteurs, plus de 10 millions de touristes chaque année. Alors même si le tourisme représente le revenu principal de l'archipel, certains de ses habitants vivent de plus en plus mal cette invasion permanente. Le reportage, et nous en parlons tout de suite après. Dans le port de Palma de Majorque, un incessant défilé de bateaux de croisière. En été, ils sont jusqu'à 8 chaque jour, avec à bord des milliers de touristes. Allemands, anglais, suédois ou encore français, ravis de poser le pied sur la perle des Baléares. Majorque nous plaît beaucoup. On est déjà venu plusieurs fois. J'adore le climat, l'hospitalité, et puis il y a beaucoup de choses à visiter. C'est très joli, la météo est super, la mer aussi, c'est juste un endroit super. Oui, c'est génial. En quelques minutes, les rues du centre de Palma sont bondées. Les terrasses prises d'assaut. Mais pour accueillir ces visiteurs, de drôles de messages sans équivoque sur les murs. Le tourisme tue la ville. Ou encore, la ville appartient à ses habitants. À force de slalomer entre les vacanciers, certains résidents se sentent envahis. Ces rues, en général, on les évite. C'est vraiment dommage parce qu'avant, c'était nos quartiers. Mais maintenant, on emprunte en priorité les rues adjacentes, plus petites. Sinon, c'est impossible d'avancer. Maria Barcela est membre d'un collectif de défense des habitants. Fatiguée, dit-elle, de voir son île transformée en parc d'attractions et les petits commerces fermés les uns après les autres. Peu à peu, tout devient dirigé vers les touristes et non vers ceux qui vivent ici toute l'année. On n'a plus de serruriers, de magasins de bricolage. C'est devenu difficile d'en trouver ici, dans le centre. Seules quelques enseignes résistent face aux magasins de souvenirs, comme cette mercerie. J'ai vu que vous aviez de jolis éventails. Oui, je vous les montre. Ici, la majorité des clients, ce sont des gens d'ici, pas des touristes. On espère qu'on restera ouvert. Tous les clients nous demandent de résister. Je leur réponds, si vous venez, on ne fermera pas. Des habitants qui reprochent surtout aux visiteurs de faire grimper les prix de l'immobilier. Pour le comprendre, il suffit de visiter les maisons que vend Sandra Porras. Ses clients sont presque tous étrangers. Ici, vous avez une maison sur le point d'être terminée. Elle fait 200 mètres carrés et tout ouvert sur l'extérieur avec cette grande piscine. L'acquéreur de cette villa, une famille d'Allemands. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Prête à mettre le prix 650 000 € pour profiter de cette vue sur la Méditerranée chaque matin. C'est un prix trop élevé pour le public espagnol. Ici, les propriétaires savent que leur bien se vendra à n'importe quel prix avec les acheteurs étrangers. Donc c'est difficile pour un Espagnol de trouver un logement, en vente comme en location. Des loyers tellement exorbitants que certains habitants peinent à se loger, comme José Ramon. L'an dernier, il cherche un logement mais ne trouve qu'une simple chambre dans un appartement partagé et au prix fort. J'ai payé 1060 €. Pour juste une chambre. C'est totalement disproportionné. C'est beaucoup d'argent.
Mais selon lui, ce qui fait grimper les prix, ce sont surtout les locations touristiques illégales. Là, c'est l'appartement qui est en location saisonnière, juste devant ma porte. Même son propre voisin a choisi d'en faire un business. Je vois des groupes de 8 à 10 personnes rentrer dans son appartement. C'est rentable. Pourquoi il le louerait 600 ou 800 euros à un habitant quand il peut gagner jusqu'à 6 000 avec des touristes? Le gouvernement local le promet, les contrôles sur ces locations touristiques illégales seront renforcés. Mais impossible de limiter le nombre de touristes, 10 millions l'an dernier sur les plages de Majorque, et ils sont chaque année 10% plus nombreux. Oui, effectivement, pression touristique, multiplication des croisières. Jérôme Souzine, là c'est un exemple flagrant. Au Baléares, il y a de plus en plus de réactions négatives par rapport à cette surfréquentation touristique. La Corse, elle est concernée aussi, bien entendu. Oui, toute la Méditerranée est concernée par cette pression touristique, mais je ne vais pas commenter directement ce sujet parce que c'est une évidence qu'il faut trouver peut-être un autre modèle de développement pour cette Méditerranée. On a parlé d'identité, de production identitaire, mais l'importance de tous ces reportages, c'est de se regarder dans d'autres miroirs que le nôtre, parce qu'il y en a plusieurs tout autour de nous, et qui nous renvoient finalement la réalité de ce que nous vivons. Des fois, ça nous permet de nous projeter sur ce que pourrait devenir la Corse. Je pense nos décideurs, nos élus, nos collectivités sont assez à l'écoute de la réalité des choses pour comprendre qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser tout faire n'importe comment. Quoique, il faut être très vigilant. Mais ce type de reportage permet ce qu'est notre métier, finalement, notre cœur d'activité, c'est-à-dire la Méditerranée, de se dire, voyons ce qui se passe ailleurs, pas pour dire ailleurs c'est différent, ailleurs c'est mieux, mais pour nous aider à comprendre, à nous-mêmes, ce que peut-être nous devrions faire ou ne pas faire. Oui, parce que dans le prolongement de ce que vient de dire Jérôme Souzine, Guillermo Padovani, c'est vrai que sur ce dossier notamment, les élus, ils sont attendus au tournant, je dirais. Attendus au tournant, là aussi, c'est un défi économique majeur. Aujourd'hui, aucun pays ne peut continuer dans ce sens. On voit bien que cela détruit l'économie, cela détruit l'environnement, détruit l'identité aussi, détruit l'aspect également culturel, puisque c'est un modèle qui est malheureusement interchangeable. On peut le mettre. On parle de Majorque, mais on peut parler de l'île de Santorin. On peut parler de Venise. Venise, qui est un exemple aujourd'hui flagrant, avec 50 000 Vénitiens et 30 millions de visiteurs chaque année. Les Vénitiens sont chassés de chez eux, sont chassés de leur rue. Majorque, on l'a bien vu. Alors, la Corse a bien moins de visiteurs, mais si on n'y prend pas garde, c'est la direction que l'on prend. On a vu les bateaux de croisière, la pollution qui est générée par les bateaux de façon générale dans le port d'Ajaccio est évidente. S'ajoute à cela, évidemment, la fameuse usine du Vadj dont on a beaucoup parlé. Mais évidemment, c'est un problème. C'est un problème majeur, puisque c'est difficile de faire comprendre aux personnes qui profitent de ce business, qui sont souvent des particuliers, puisqu'ils louent par les différents sites célèbres que nous connaissons tous. Difficile de leur faire comprendre que prendre beaucoup d'argent, c'est aussi détruire ce que nous sommes aussi. Sébastien Leroy, c'est vrai que là on touche du doigt le modèle de développement économique aussi par rapport à cette activité touristique. Ce sont des thèmes aussi qui vous intéressent, que vous allez traiter prochainement à travers le regard de vos différents contributeurs, auteurs d'articles ou de photos ou de vidéos, bien entendu. Écoutez, là pour le moment, on n'a pas encore travaillé sur ce sujet-là précisément. Après, c'est vrai que là, à l'heure actuelle, ça fait 9 mois que le magazine est lancé et qu'on a déjà une centaine de contributeurs de tous horizons de la Méditerranée, qu'ils soient marocains, qu'ils soient tunisiens, algériens, italiens ou espagnols. Donc on a déjà énormément de monde
sur le bateau avec nous. Mais pour rebondir sur ce qui a été dit, et je suis d'accord et je vous rejoins tous les deux, c'est vrai qu'aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale du tourisme, la Méditerranée en 2011, c'était 300 millions de touristes. Et cette même organisation nous dit qu'en 2030, ce sera 500 millions de touristes. Donc effectivement, c'est un modèle finalement qui est pas soutenable, qu'on peut pas désirer pour la Méditerranée si on l'aime comme elle est. Donc il faut trouver des solutions qui se tournent vers le durable, l'environnemental, un tourisme vert, un tourisme intelligent, et remplacer ce tourisme de masse par quelque chose qui peut permettre à la Méditerranée de survivre finalement. On en est presque aujourd'hui ici. Mais vous traitez notamment du réchauffement climatique, récemment à travers une interview. Donc là aussi, ce sont des thèmes qui oui, bien sûr. C'est vrai que la ligne éditoriale du magazine est très tournée vers le développement durable. On a mis un point d'honneur à traiter ces sujets-là, même si on touche à tout. Voilà, c'est vrai qu'on a été à la rencontre, par exemple, d'Antoine Orsine, hydrobiologiste à la faculté de Corse. On a également rencontré certains membres du bureau d'architectes Orme Architecture, qui ont construit un bâtiment remarquable dans le Niol, voilà, à Casamaccioli. Et donc nous, c'est vrai, c'est vrai qu'on met un point d'honneur à traiter ces sujets-là, parce que c'est l'avenir, finalement. Troisième reportage de cette émission, justement, là on parle d'environnement, on continue. Les matières plastiques en décomposition sont une petite bombe de produits chimiques et de bactéries. Pour le prouver, l'expédition MED sillonne la Méditerranée pour évaluer les différentes conséquences de cette pollution sur les écosystèmes. Reportage au large de Bonifacio. Cet équipage n'est pas là pour faire de la plaisance. Toute voile dehors, l'embarcation part à la chasse au plastique disséminé en Méditerranée. Bonifacio est une étape. Le filet, baptisé Manta en raison de sa forme, est tracté à la vitesse de 2 nœuds pour y prélever des bouts de plastique. Après une demi-heure, le filet aux mailles resserrées est remonté. À l'intérieur, un échantillonnage de ce que contient la Méditerranée. Nous avons trouvé pas mal de petits morceaux plastiques de toutes couleurs. Il y en a vert, bleu, orange. Nous avons trouvé un gros morceau avec des lettres dessous. C'était un packaging alimentaire, je pense. Et nous avons trouvé aussi une petite fibre verte. À bord, des scientifiques vont inventorier puis envoyer pour analyse le fruit de cette pêche singulière. On va avoir une analyse chimique pour savoir quel type de plastique nous avons. Nous allons avoir une analyse biologique pour ce qui est de la plastisphère, donc les micro-organismes qui colonisent nos plastiques. Et le reste, on va le concentrer dans un flacon. Et plus tard au laboratoire, on fera le comptage des déchets plastiques qu'il y a dans notre échantillon. Le plastique est un polluant redoutable car non biodégradable. Il cause du tort notamment aux cétacés qui en ingèrent, comme le rorqual commun que l'on retrouve entre la France continentale, la Corse et l'Italie, au sein du sanctuaire Pélagos. D'un côté, les microplastiques ont à leur surface des produits chimiques qui avaient été rajoutés pendant la fabrication des plastiques elles-mêmes. D'autre côté, elles peuvent absorber d'autres produits chimiques qui sont dissous dans l'eau. Donc ça devient une petite bombe. En plus, chaque morceau de plastique dans l'eau, après quelques heures qu'il est dans l'eau, il est colonisé par des bactéries, des algues unicellulaires, des micro-invertébrés très petites, des virus. Et du coup, nous voulons étudier quelles sont cette espèce de micro-organismes qui colonisent les plastiques. 64% des déchets échoués sur les plages ont été conçus pour un usage unique. La Méditerranée est la mer la plus polluée au monde, jusqu'à 10 kg de plastique au kilomètre carré. Pour Bruno Dumontet, chef d'expédition, le temps presse. Ok, c'est parti. Montez à l'eau. On est confronté à un problème géopolitique, parce que si on met des mesures en place, notamment sur la rive nord européenne, notamment avec la directive cadre européenne qui demande à tous les États membres de justifier du bon état écologique de leurs zones marines à l'horizon 2020, si on n'associe pas les pays de la rive sud, ça ne servira pas à grand-chose. Chacun à son niveau peut agir contre la pollution. La ville de Bonifacio y consacre un intérêt certain. On a une activité qui est une activité de loisir. On accueille des gens qui sont en vacances et notre activité n'a de sens que si on a en compte une gestion et une approche environnementale des choses. Il ne s'agit pas d'avoir une activité, certes, qui crée de l'économie, certes, qui crée du rayonnement comme pour une ville comme Bonifacio ou pour la Corse, mais on se doit de protéger notre patrimoine environnemental. Certaines excursions sont ouvertes au public. Il vous en coûtera quelques centaines d'euros pour monter à bord du voilier. Une façon de participer à la protection de la mer Méditerranée.
Voilà donc pour ce reportage, Jérôme Souzini, c'est complètement édifiant hein, ce qu'on vient de voir, oui. Ces images terribles que l'on vient de constater, la mer Méditerranée particulièrement polluée, et ça continue. Et ça va continuer si rien n'est fait. Et c'était très intéressant ce que disait il y a quelques instants ce scientifique, c'est-à-dire qu'il faut une véritable coopération entre les pays des deux rives, pas seulement côté européen. Oui, c'est simplement, il faut qu'on comprenne que c'est l'effet papillon, quoi. Si on jette un coton-tige à Ajaccio, il y a de fortes chances qu'il se retrouve un peu plus loin et vice-versa. Mais ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est qu'à la limite, on comprend. Même si on se dit, tiens, mais c'est peut-être Bonifacio, ça ressemble. Et puis, à la fin, on comprend que c'est chez nous. Ça se passe comme ça chez nous. On ramasse tout ça dans le port, dans le large de Bonifacio. Hein, dans le port de Bonivadi, au large de Bonivadi. La pollution, elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas en Thaïlande ou en Indonésie, qui malheureusement, c'est encore plus compliqué maintenant avec ce qui s'est passé. Mais là, on est plus loin que la Méditerranée. Mais la pollution, elle n'est pas dans les pays lointains, comme ça, qu'on imagine. Non, non. La pollution, elle est au pas de nos quais, de notre porte. Il y a quand même des espoirs. Il y a quand même des espoirs et les chercheurs travaillent en ce moment sur des choses tout à fait intéressantes. On travaille notamment, ils travaillent pour nous, les chercheurs du côté de l'université, de Corté, avec d'autres chercheurs européens sur l'importance des herbiers de Posidonie dans le traitement de l'oxygène. Ça, je l'ai découvert, par exemple, dans l'une de nos chroniques Mare Latino. C'est tout à fait passionnant de savoir que ces plantes, ce sont des plantes, hein, les herbiers de Posidonie, ce ne sont pas des algues, permettent de capter le gaz carbonique. Et la Corse et le territoire, les côtes de Corse, les fonds de Corse, c'est là où il y a le plus important herbier de Posidonie de Méditerranée. Ça veut dire qu'il y a des choses à préserver, sachant que ces herbiers permettent d'absorber le gaz carbonique qui est responsable, on le sait, du réchauffement. C'est un tout. Moi, je crois, j'ai beaucoup d'espoir en l'humain d'abord, mais en ces chercheurs qui sont là au quotidien, dont ceux-ci, qui travaillent et qui nous alertent et qui savent nous alerter. C'est vrai, Guillermo Padovani, que dans ce domaine, la Corse, elle peut jouer un rôle tout à fait particulier. Il y a déjà des sites protégés, des aires marines protégées. On parlait du Cap Corse là, par rapport à l'actualité ces derniers jours. Et puis aussi l'université qui joue un rôle important parce que de plus en plus d'universitaires de Corté travaillent sur ces dossiers environnementaux et qui concernent la Méditerranée. Ça, c'est important aussi. Mais il y a l'université et puis il y a les zones d'application naturelles qui sont extraordinaires chez nous. Le Cap, Scando, la Bonivadio, avec la réserve des Bouches. Mais c'est... Là aussi, l'avenir, si on veut imaginer un avenir économique et un avenir environnemental, c'est vers ces filières-là qu'il faut se tourner. C'est les filières d'avenir, pas seulement pour, encore une fois, au niveau économique, mais tout simplement, c'est des filières d'avenir qui sont vitales. Parce qu'il va y avoir des besoins importants aussi dans ce domaine. Des besoins importants. La Corse, par ses richesses naturelles, cela fait, mon Dieu, des années que l'on répète la même chose, mais c'est une réalité. Et espérons que les choses débouchent enfin. Par ses réserves, par ses richesses naturelles, peut-être un moteur. Et peut-être un exemple en Méditerranée de ce que l'on peut faire pour pouvoir appliquer un nouveau modèle. Pour revenir sur les plastiques, je pense que ici, la solution n'est pas de multiplier les équipes en mer pour ramasser les plastiques. La solution, c'est de les traiter à la source. On a vu dernièrement avec un numéro de Cache Investigation qui était très intéressant. Les entreprises sont directement concernées et devraient être justement contraintes par les décideurs. Là aussi, des décisions politiques. Décisions politiques, mais tout n'est que décision politique. Et surtout, plus que décision politique, courage politique. Sébastien Leroy, ces problématiques environnementales, pollution marine, pollution terrestre, et puis bien entendu les incidences du changement climatique, ce sont des thèmes qui vous intéressent, que vous allez traiter aussi dans les prochains mois. Oui, bien sûr. Comme on le disait, on a déjà traité des thèmes liés à l'environnement, bien sûr. Là, on va bientôt partir au Maroc pour d'autres thématiques, plus aventure et tout ça. Mais oui, c'est des thématiques qu'on souhaiterait traiter à l'avenir, d'autant plus que la Méditerranée, c'est 1% des eaux marines du globe.
mais c'est 7% des microplastiques de tout le globe finalement. Donc c'est énorme, c'est une mer très polluée. Et après, pour rebondir sur ce qui a été dit, il y a peut-être des perspectives positives, puisque au 1er janvier 2020, la France prévoit d'interdire les assiettes et les gobelets en plastique. Et la Commission européenne réfléchit aussi à interdire les pailles, les paillettes et tout un tas d'objets plastiques non renouvelables et à usage unique en fait. Donc voilà, peut-être que les horizons vont se dégager, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, oui, c'est des thématiques qu'on aimerait en tout cas nous traiter dans un avenir proche. Ouais. Jérôme Souzine, justement, ces thèmes de l'environnement, du réchauffement climatique, de la protection, de la gestion de l'eau, des ressources en eau, ça concerne la Corse, bien entendu. Et là, pour vous, c'est une source inépuisable de thèmes et de sujets pour les chroniques et puis pour les émissions, en faisant le parallèle avec les autres îles, notamment. Oui, ou la gestion des déchets, par exemple. Aussi. C'est effectivement des choses à comparer, parce qu'il y a des échelles totalement différentes. Il y a des gouvernements qui sont différents. Hein, on est rattachés les uns les autres, les territoires, à des gouvernements différents, et on voit que les choses ont évolué tout à fait différemment. C'est ce que vous faites dans Méditerraneo, beaucoup ce comparatif, justement. Ce que l'on fait dans Méditerraneo, mais ce que l'on fait aussi dans Marée Latine. On essaye de comprendre, par exemple, chers auditeurs, très prochainement, on va s'intéresser dans Marée Latine aux incinérateurs qui sont en train de s'arrêter du côté de la Sardaigne. Alors qu'en Corse, certains disent il faut les... C'est un débat en tout cas. C'est un bon débat, mais il faut voir un peu ce qui se passe ailleurs, pas seulement du côté d'Ici les Moulineaux. Il faut voir d'en bas où ça mouline pas. C'est-à-dire que la Sardaigne, par exemple, ils avaient, me semble-t-il, 2 incinérateurs avec un projet de 3e. Le 3e, ils l'ont arrêté. Enfin, il y a une grosse opposition. D'ailleurs, de Zero Waste, hein, c'est Zéro Phrase, hein, c'est les homologues. Donc, il y a des sujets environnementaux effectivement inépuisables pour nous autres qui travaillons sur ce sujet méditerranéen. Dernier regard que je vous propose à travers ce reportage qui nous conduit à présent au Portugal. Le pays carbure à l'énergie verte. Un exemple, pendant 139 heures au mois de mars dernier, soit 10 jours au total, eh bien, les Portugais se sont intégralement chauffés et éclairés grâce aux énergies renouvelables produites. Le pays a ainsi pu répondre à la totalité de ses besoins électriques grâce à l'éolien, le solaire ou encore l'hydraulique. Le reportage. Le Portugal serait-il en train de devenir l'un des pays les plus verts au monde? Par sa végétation luxuriante, c'est certain, mais surtout par son électricité. Car au mois de mars, le pays a réussi un exploit. Produire plus d'électricité issue d'énergies renouvelables qu'il n'en a consommé. Une première en Europe. Aujourd'hui, près de 60% de son électricité est propre, 3 fois plus qu'en France. Comment le pays a-t-il réussi à devenir en quelques années l'un des pionniers de la transition énergétique? Rui Teixeira n'est pas étranger à ce succès. Il fait partie des dirigeants de l'entreprise numéro 1 du secteur. Il nous emmène vers l'une des principales sources d'électricité du pays. Allez, maintenant, on va au barrage. Le barrage de Castelo do Bode, haut de 115 mètres, l'un des 36 que compte le pays. À l'intérieur, ces 3 immenses turbines tournent à plein régime. Elles produisent de l'électricité chaque jour pour environ 75 000 habitants. Ce qu'on voit là-bas, c'est la turbine. L'eau passe à travers et ça la fait tourner. Ça fait lien avec le générateur là-haut. Et ça produit de l'électricité. Au mois de mars dernier, le barrage a battu des records de production, grâce notamment à une météo favorable. Durant le mois de mars, on a eu énormément de pluie, beaucoup plus que la moyenne. Ça a permis d'augmenter le niveau du lac de retenue. Avant mars, il était à 40% de sa capacité. Il est maintenant à 80%. Ce mois de mars exceptionnel vient confirmer une stratégie de développement du secteur. Au Portugal, l'hydraulique représente 28% de la production d'électricité, devant le charbon 25%, l'éolien 22%, puis le gaz, la biomasse et l'énergie solaire. Au total, 58% de l'électricité du pays est propre. C'est 4 fois plus qu'il y a 15 ans. L'État a investi dans le secteur au début des années 2000. N'ayant pas de centrale nucléaire,
Le Portugal dépensait chaque année des millions d'euros pour acheter l'électricité à ses voisins. Nous avons une dépendance qui était de 87-88% de l'énergie de l'extérieur. Parce que nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de charbon, du gaz. Une transition énergétique portée aussi par le secteur de l'éolien. 1200 tours dans tout le pays, pour beaucoup construites ces 10 dernières années. Un domaine en pleine expansion, à tel point que certains mois, le secteur produit un surplus d'électricité. Il faut alors la vendre. Quand on produit par exemple 7% de plus que ce que l'on consomme, l'électricité, elle ne s'évapore pas. Il faut bien qu'elle aille quelque part. Eh bien, c'est vendu en Espagne ou en France. Il y a encore 10 ans, le Portugal était très largement dépendant énergétiquement des autres pays européens. Aujourd'hui, il est quasiment autonome et d'ici 2040, l'intégralité de l'électricité du pays devrait être produite grâce aux énergies renouvelables. Cet essor des énergies renouvelables permet à certaines entreprises de se développer. À Évora, dans le sud du pays, Rui Lobo est à la tête de cette entreprise familiale de panneaux photovoltaïques depuis 24 ans. 1200 sont produits ici chaque jour par une cinquantaine de salariés. Les commandes affluent de tout le pays, mais aussi de l'étranger. Résultat, le patron a dû embaucher. Cette année, on a déjà embauché une douzaine de personnes. Et d'ici la fin de l'année, on en aura embauché une vingtaine. Et ce patron n'est pas le seul à profiter du développement des énergies renouvelables au Portugal. En 15 ans, plus de 15 000 emplois ont été créés dans le secteur. Oui, effectivement, 58% de l'énergie produite au Portugal, c'est de l'énergie propre. Je serais tenté de dire, Guillermo Padovani, que ça fait rêver. Ça fait rêver, c'est le modèle vers lequel il faut tendre. C'est le modèle dans lequel s'épanouirait parfaitement la Corse. Encore une fois, nous le disions tout à l'heure, elle a tous les atouts pour pouvoir le faire. Durant ce reportage, nous parlions de l'eau. Pendant, là aussi, serpent de mer sans mauvais jeu de mots, pendant des années, on pensait que la Corse pouvait vendre de l'eau à la Sardaigne voisine, notamment, qui est très peu arrosée, alors que la Corse est l'île la plus arrosée de Méditerranée. Et il y a des potentiels à la fois de ressources. Bien sûr, puis ces fleuves courent vers la mer sans aucune... et sont perdus sans que l'on puisse exploiter cette richesse extraordinaire. Évidemment, c'est les Portugais, comme beaucoup de représentants de l'immigration locale, sont souvent moqués localement, justement. Il donne un exemple extraordinaire. Aujourd'hui, c'est une nouvelle économie qui émerge, et c'est cette économie-là, en tout cas cette production d'électricité, vous rendez-vous compte, pas de production de pétrole, pas de production de charbon. Il éprouve aujourd'hui qu'ils peuvent éclairer et faire vivre le pays simplement avec ces énergies-là. C'est un espoir formidable. Avec aussi beaucoup de création d'emplois, on vient de l'entendre. Jérôme Souzini, ces thématiques aussi, elles sont très importantes pour la Corse, pour la Méditerranée, pour les îles. Alors vous, dans Méditerradio, justement, vous parlez beaucoup des îles, vous faites des comparaisons, des comparatifs. Qu'est-ce qui ressort un petit peu de ces échanges que vous avez avec vos autres collègues journalistes? Le Portugal, alors ça c'est magnifique ce qu'on vient de voir, parce que le Portugal, ce n'est pas la Méditerranée, on le sait tous. On est tellement généreux avec la Méditerranée que l'on voudrait... Il y a une proximité géographique importante. Que l'on imagine, mais c'est juste. L'espace méditerranéen est un espace d'ouverture. Absolument. Et qui va chercher peut-être... Moi, j'ai fait un sujet il n'y a pas très longtemps... Au-delà des frontières. Sur les Balkans, sur la Macédoine. On m'a dit, mais c'est pas la Méditerranée. J'ai dit, mais oui, il y a la Grèce juste à côté. Absolument. Mais oui, il y a la Grèce juste à côté. On a tendance à l'oublier. C'est vrai, quand on parle des Balkans, je parlais récemment, ce sont des pays méditerranéens. Avec quelqu'un de cinéma, et me disait, mais c'est une réalisatrice marocaine, mais c'est pas la Méditerranée. Mais si, le Maroc, d'abord, d'accord, il y a une partie mais il y a une partie sur la... On veut, effectivement, c'est ça un peu le sens de ma réponse, c'est qu'on aimerait que le monde entier soit la Méditerranée. C'est un petit peu ça. Et dans la question qui m'est posée, qu'est-ce qui ressort? Ce qui ressort, c'est que la Corse ne sait pas s'apprécier à sa juste valeur. Moi, je vous le dis, dans les échanges que l'on a avec les autres territoires, etc.,
ils savent beaucoup de choses, plus que nous-mêmes. C'est comme le Parisien qui ne connaît pas la Tour Eiffel. Ils savent beaucoup de choses sur la Corse, et ils ont des centres d'intérêt que l'on ignore nous-mêmes, et pas seulement sur l'aspect politique, sur la littérature, sur le cinéma, et ils y voient des intérêts économiques. Et ça, on passe un peu à côté des fois. Sébastien Leroy, justement, le développement de la Corse au sein de la Méditerranée, ces échanges culturels, ces échanges économiques, ça aussi, ce sont des sources de reportages de sujets très importants. Oui, bien sûr. Bien sûr, ce sont des sources de reportages très importants, que ce soit pour la Corse, mais voilà, là on parlait des énergies renouvelables, des énergies vertes. Voilà, on avait aussi en tête, bon là, la prochaine étape c'est le Maroc pour le départ, mais on avait aussi en tête d'aller en Grèce sur les îles, car bien que la Grèce ait connu une crise économique sans précédent, il y a de fortes initiatives aujourd'hui, et les Iliens là-bas se démènent aujourd'hui pour être indépendants énergétiquement, ce qui n'est pas une mince affaire puisqu'on est sur des très petites îles, et où il y a parfois 500 000 habitants, et il y a de plus en plus de petites îles qui sont autonomes en énergie, et ça fera probablement l'un des futurs reportages que nous réaliserons. Voilà. Très rapidement, pour conclure, Guillermo Padovan, on sent aussi, et on le constate, il y a une volonté politique, notamment ici en Corse, de développer ces échanges, cette interaction avec les îles, avec les régions méditerranéennes. Ça aussi, c'est une dynamique importante. Une dynamique importante, parce que seul, et surtout avec 350 000 habitants, on ne peut pas s'en sortir. Donc évidemment, rapprochons-nous de nos voisins, j'ai envie de dire de nos frères pour ce qui concernant la botte italienne, la Sardaigne et la Sicile. Évidemment, la rive sud de cette Méditerranée, qu'on a tendance aujourd'hui à mépriser, alors que l'avenir est là aussi. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain, bien entendu, pour les carnets de Méditerranéo. Ce sera depuis le musée de Bastia cette fois. Merci à tous. Excellente fin de soirée sur France 3 Corse Via Stella. À bientôt.